bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète pour mener d'une main de maître cette interview avec notre invité de la semaine, Olivier Descutter, à ma droite. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine justement, qui est bien une invitée. Nous avons Marie, alias l'outil runner. Salut Marie. Salut Hermano. Tiens, mais si on revenait vite fait sur ce surnom, d'où te vient ce surnom de l'outil ? Eh bien, ça me vient des Anglais qui n'arrivaient pas à prononcer des Écossais plutôt, qui n'arrivaient pas à prononcer mon nom de famille, et donc les OT c'était trop compliqué pour eux, donc c'est devenu l'outil. Comme l'outil c'était mignon, c'est devenu mon surnom, et ça m'a collé, ça me colle au basket depuis 20 ans, voilà. Tu parles beaucoup de l'Écosse, du coup, tu travaillais quoi pour une boîte écossaise, c'est ça ? Ouais, j'ai fini mes études là-bas, et puis j'ai commencé à travailler, donc je travaillais pour une boîte écossaise, et puis après d'autres boîtes, d'autres pays. Ton surnom te colle au basque. Bon, ça tombe bien, justement, c'est un petit peu ton quotidien, hein, les baskets. Je voudrais revenir, comme on en parlait hier, sur cette transition après le triathlon. Enfin, pas tellement cette transition, mais ce qui s'est fait naturellement. Passer de Marie qui écume les triathlons distance Ironman tout autour du monde à Marie qui va se mettre à courir longtemps. Tu te souviens comment s'est opérée cette transition, justement ? Oui, tout à fait. Oui, il y a plusieurs choses et j'y repense maintenant. Mais c'est vrai que quand on évolue longtemps dans les courses, que ce soit la course à pied ou même le triathlon, il y a un côté quand même, il faut être un petit peu compétiteur. Il faut avoir le goût de ça. Il faut avoir le goût de toujours aller chercher un meilleur chrono, un meilleur temps. Et moi, en fait, j'adorais la longue distance, mais j'ai pas du tout la mentalité compétiteur. Moi, je vais faire un Ironman parce que je trouve ça génial. Je trouve ça génial de me dire que c'est une aventure formidable et que je sais pas ce qui va se passer pendant les 10-12 heures qui sont devant moi. Et je trouve ça génial. Mais donc, au bout d'un moment, quand on n'a pas l'esprit de compétition, je pense qu'on est un peu décalé par rapport aux gens qui sont là, qui regardent leur montre en permanence, qui sont obsédés par les valeurs, hein, les valeurs tout le temps. On entend des chiffres en permanence dans le monde du triathlon, ce qui est très bien et je pense que c'est très sain pour les gens qui vraiment ont des objectifs et qui misent un peu leur année dessus. Mais moi, c'était pas mon truc à moi. Et en fait, donc quand j'ai voulu partir dans ce tour du monde, la course à pied était pour moi un peu le médium le plus simple. Je mets une paire de baskets. Moi, je regarde pas le temps quand je cours. Je regarde pas l'allure. Je la regarde rétrospectivement quand j'ai fini la course. Mais quand je cours, ça n'a vraiment aucune importance. Donc pour moi, tu as une montre quand même ? Je suis obligé d'enregistrer mes données GPS parce que je les mets tous les jours, je les download sur mon website, elles sont rendues publiques sur Garmin et sur Strava, et pour le faire en toute transparence, même avec l'autorité qui valide les tours du monde. Donc j'ai 2 GPS en permanence sur le guidon de ma poussette qui enregistre tout, mais moi les seules données que je regarde sur ces 2 gros GPS, c'est combien de kilomètres j'ai fait en fait. C'est la seule valeur qui a du sens pour moi. Vu que je me déplace, pour moi c'est dans combien de temps j'arrive, enfin il reste combien de kilomètres à courir, c'est tout. Donc il y avait ce côté un peu très simple dans la course à pied qui me faisait un peu revenir back to basics comme on dit, et qui était vraiment un petit peu un retour aux sources où le sport se fait de manière très simple. Bon, heureusement que t'es pas parti sur une course à pied pieds nus. J'aurais pu, peut-être que d'ici la fin du Tour du Monde, je finirai les derniers kilomètres pieds nus. Ça dépendra de l'état de tes chaussures à ce moment-là. C'est ça, vu qu'en ce moment j'arrête de les porter uniquement quand la semelle commence à trouer, donc peut-être. Alors justement, donc pour toi, ce Tour du Monde en course à pied, tu l'as dit, c'était une évidence. Comment est-ce qu'on prépare ça ? T'as décidé justement de relever le challenge, mais avec quelque chose de cadré. T'es pas parti comme ça toute seule, sans rien. Tu relèves un défi. En plus, tu soutiens une cause. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? Donc de la préparation, de ce fameux challenge de Tour du Monde en courant. Comment est-ce qu'il est cadré ? Et puis de la cause que tu défends. Oui. Alors quand on se lance dans une aventure comme ça, il faut savoir que en fait, il y a plus de gens qui sont allés sur la Lune ou dans la station spatiale que de gens qui ont fait le Tour du Monde en courant. Il y a à ce jour seulement 6 personnes qui ont fait le tour du monde en courant. Donc, c'est pas beaucoup. Alors, quand tu dis le tour du monde, du coup, c'est quoi exactement le tour du monde ? Parce que c'est toujours un peu difficile. C'est combien de kilomètres ? Donc moi, la première chose que j'ai fait quand l'idée était fermement implantée dans ma tête que j'allais faire ce tour du monde en courant, je me suis dit mais comment on fait ? Parce qu'il y a 70% de la surface de la Terre, c'est de l'eau. Donc déjà, de le faire en courant, moi, je ne suis pas Jésus, je ne cours pas sur l'eau. Donc comment j'allais faire pour relier tout ça, en fait ? Donc je suis allé sur Google et j'ai cherché qui a déjà fait le tour du monde en courant et j'ai trouvé ces 6 hurluberlus qui l'ont fait et qui ont en fait créé cette association qui s'appelle le WRA, le World Runners Association. Donc c'est le body officiel, c'est l'institution officielle en fait
qui valide et qui documente toutes ces tentatives de course autour du monde, de circumnavigation de la planète. Alors ils ont mis des règles. Quels sont les critères qui vont permettre de dire j'ai vraiment fait un tour du monde? Pour vous donner un exemple, le mois dernier, j'ai été contacté par quelqu'un qui avait entendu un de mes podcasts et qui m'a dit c'est génial, moi aussi j'ai fait un tour du monde en courant. Et en fait le type il avait fait je crois 20 semi-marathons dans 20 villes différentes à travers le monde. Et je me suis dit non, ça c'est pas un tour du monde. Enfin, c'est une super aventure, mais c'est pas un tour du monde. Donc un tour du monde, il y a des règles à respecter. D'abord, il y a un kilométrage minimum parce que la circonférence de la planète c'est 40 000 kilomètres. Mais c'est de l'eau et des masses de terre. Donc en fait, comment ils ont calculé le kilométrage minimum? C'est ils ont pris la distance, la largeur maximale de chaque continent et ils ont additionné largeur maximale de l'Afrique, de l'Océanie, etc., etc. Et on arrive à 26 232 kilomètres. Attends, quand tu dis largeur, c'est quand tu prends une carte du monde et tu mets le nord en haut? D'océan à océan. Non, la largeur maximale de chaque continent. Maximale, donc ça peut être du nord au sud? Non, parce que c'est d'océan à océan. D'est en ouest. Océan à océan. Donc tu prends les deux océans qui te délimitent un continent. Alors à part l'Europe, qui est délimitée par l'océan Atlantique et par le Bosphore, par exemple, au niveau continental, parce que ça s'arrête à la jonction de l'Europe et de l'Asie qui se fait par exemple à Istanbul, au Bosphore. Mais sinon, pour l'Afrique, tu vas prendre la maximale. Pour l'Amérique du Nord, tu vas prendre la maximale. Pareil pour l'Amérique du Sud, etc. Et quand tu fais cette addition, tu arrives à 26 232. Donc ça, c'est la distance minimale. Ensuite, comment la faire? Ils disent, tu dois traverser au minimum 4 continents entièrement, c'est-à-dire d'océan à océan. Il s'agit pas d'aller courir quelques kilomètres sur un continent. Il faut vraiment traverser de part en part. Alors, ce qui est très bien, c'est que, les règles changent à chaque tour du monde. Ils ajoutent des nouvelles règles, mais c'est normal parce que c'est un défi qui est en construction. Moi, je trouve qu'on pourrait faire plus que 4 continents. Je trouve qu'on pourrait en faire 5. En même temps, le fait qu'ils ne nous obligent à en faire que 4, ça veut dire qu'on peut, parce qu'il faut bien être réaliste aussi, il y a des zones de guerre dans le monde. Donc tous les continents sont pas traversables en l'état pour quelqu'un non accompagné de but en blanc. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais eu du mal à traverser la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan. J'aurais eu du mal à traverser certaines zones. En Afrique aussi, il y a certaines zones que j'aurais eu du mal à traverser. Donc ils disent minimum, vous pouvez en faire plus, mais à minimum, faut traverser 4 continents en entier. Pour qu'une traversée de continent soit qualifiée, il faut faire minimum 3000 kilomètres sur ce continent. Par exemple, si j'avais fait la pointe de l'Afrique du Sud, j'aurais pu traverser le continent d'océan à océan en quelques centaines de kilomètres. Ça aurait pas de sens de dire j'ai traversé l'Afrique. Donc ils disent faut au moins traverser 3000 kilomètres. Il faut quand même avoir un certain parcours sur le continent. Et puis après il y a d'autres règles. Par exemple, il faut que ça soit dans un sens continu. Il faut terminer le run où on l'a commencé. Enfin, il y a quelques règles comme ça. Et voilà, donc moi d'avoir trouvé qu'il y avait quelque chose qui existait pour construire mon tour du monde, ça a été déjà une bonne base, mais ça c'était pour la partie logistique, je dirais que ça m'a beaucoup aidé. Par contre, pour le reste, comme je disais au début, il y a plus de gens qui sont allés sur la Lune qui ont fait ça, c'est-à-dire qu'il y a pas de manuel, il y avait rien qui me disait comment j'allais pouvoir construire ce voyage. Alors, je l'ai fait en plusieurs étapes. Première étape, j'ai lu tous les bouquins qu'ont écrit ces 6 personnes qui sont allées faire le tour du monde, parce qu'ils ont tous écrit un... Donc, il y a 6 bouquins, c'est ça? Il y a 6 bouquins, ils en ont chacun écrit un? Tout à fait, chacun. Il y a un Français qui s'appelle Serge Girard, lui, il l'a fait en 2017. Il y a un Australien. Un Rouennais, d'ailleurs. Ouais. Exactement, que j'ai rencontré quand je suis passé par Rouen, ma ville natale. Il est venu courir quelques kilomètres avec moi. C'était formidable. Donc, bref, tous ces gens-là ont écrit des bouquins, donc je les ai lus. Déjà, ça m'a donné une idée de comment je voulais le faire et comment je voulais pas le faire. Parce que chacun l'a fait de manière complètement différente. Il y a vraiment pas du tout une manière de le faire. Il y en a un qui était accompagné par sa femme en voiture. Il y en a un qui était accompagné par une équipe de 10 personnes avec masseur, docteur, tout ce que tu veux, kinésithérapeute, des gens qui lui faisaient à bouffer et tout. Il y en a qui partaient tout seuls. Il y en a qui partaient tout seuls en campant tous les soirs sur le bord des routes. Moi, je me disais, c'est un peu trop extrême. Il y avait de tout, en fait. Donc, ça m'a permis d'avoir un petit éventail et de me dire, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et donc, il y avait la partie logistique à construire, il y avait la partie financière, et il y avait la partie physique, préparation physique. Et en fait, le tout, pour relier ces 3 sortes de préparation, ça m'a pris 2 ans. L'idée était fermement implantée en 2018 et j'ai passé tout 2018 et 2019 à préparer ces 3 aspects. Et fin 2019, je suis parti. Donc 2 ans en tout. Alors, fin 2019, évidemment, on peut pas parler de ton tour du monde sans parler des petits écueils qui se sont présentés à toi. Fin 2019, tu pars d'où et t'arrives où quand tu te retrouves bloqué par cette fichue pandémie? Eh ben, je partais du point le plus occidental de l'Europe continentale, qui se situe près de Lisbonne, au Portugal, au Cap Roca, Cabo da Roca. Et donc, je suis parti de là et l'intention, c'était de suivre la côte méditerranéenne, tour de l'Espagne, la France, tout le tour de l'Italie, la Grèce, puis d'arriver à Istanbul. C'était très simple comme parcours. Et puis, le 10 mars, j'arrivais sur Pise en Italie et puis le premier confinement
l'échelle mondiale a été déclaré en Italie et j'étais en plein dedans. Donc ça a été une petite pause dans le voyage. Au début, on m'assurait que ça allait durer 1 semaine, 2 maximum. Et puis bon, donc j'ai eu mon premier confinement, 2 mois et demi d'arrêt. Puis j'ai eu un autre deuxième confinement en novembre-décembre qui a duré 1 mois et demi. Donc en tout, j'ai eu 4 mois d'arrêt dans mon voyage. Tu faisais quoi pendant ces arrêts-là? Tu rentrais du coup chez toi? C'est plus beau. Donc le premier confinement, je suis rentré à Paris parce que moi j'ai plus de maison, donc il y avait mes parents qui habitaient à Paris. Je suis rentré là-bas. Et le truc, c'est qu'il fallait que je continue à courir. C'était un peu vital pour moi, sauf qu'on avait le droit qu'à 1 kilomètre, 1 heure par jour. Donc du coup, je me suis porté volontaire pour distribuer des repas aux SDF dans les rues. Et en fait, je transportais tous mes repas sur ma poussette du Tour du Monde. Et je courais dans les rues de Paris toute la journée à distribuer les repas. Donc en fait, je courais toute la journée. Donc t'as continué à accumuler des kilomètres. Exactement, c'est ça. Je courais généralement un peu plus d'un demi-marathon par jour. Et puis je faisais la tournée du midi en courant, la tournée du soir en vélo. Et donc du coup, j'ai gardé la forme. Super. Justement, je vous propose qu'on passe dans l'épisode de demain sur qu'est-ce qui se passe entre les 2 confinements avant que tu te retrouves à nouveau confiné. Puis comment t'envisages la suite de ton parcours et peut-être ce que t'envisages pour après le Tour du Monde. Ça marche. Merci à moi. Super. Sacré programme. À demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!